Les Hauts de Hurlevent. Émilie Brontë. Chapitre 27. Une semaine s'écoula, dont chaque jour fut marqué par une terrible altération de l'état d'Edgar Linton. Le mal qui, auparavant, était l'œuvre des mois, était maintenant presque celle des heures. Nous aurions bien voulu continuer de cacher la vérité à Catherine, mais la vivacité de son esprit l'empêchait de se laisser leurrer. Elle devina en secret la terrible probabilité qui, peu à peu, devenait une certitude. Elle en fut dès lors obsédée. Quand revint le jeudi, elle n'eut pas le courage de faire allusion à sa promenade à cheval. Ce fut moi qui en parlai à sa place, et j'obtins l'autorisation de la forcer de sortir. Car la bibliothèque, où mon maître passait chaque jour quelques instants, les courts instants où il pouvait se tenir debout, et la chambre de son père, était devenue tout l'univers de Catherine. Elle éprouvait comme du remords quand elle n'était pas penchée sur son oreiller ou assise à côté de lui. L'éveillé et le chagrin l'avaient rendue pâle, et mon maître l'envoya volontiers faire cette course, où il se flattait qu'elle trouverait un heureux changement d'air et de société. L'espoir qu'elle ne serait pas entièrement seule après sa mort était pour lui un réconfort. Il avait une idée arrêtée, que me révélèrent différentes observations qui lui échappèrent. C'était que, si son neveu lui ressemblait physiquement, il devait aussi lui ressembler moralement, car les lettres de Linton ne fournissaient que peu ou pas d'indices des défauts de son caractère. Et moi, par une faiblesse excusable, je m'abstins de redresser son erreur. Je me demandais quel bien il aurait à troubler ses derniers moments par une information qu'il n'aurait ni le pouvoir, ni l'occasion de mettre à profit. Nous différâmes notre excursion jusqu'à l'après-midi, une après-midi dorée d'août. Chaque souffle qui venait des hauteurs était si plein de vie qu'il semblait que celui-ci qui le respirait, fût-il mourant, dût revivre. Le visage de Catherine était exactement semblable au paysage. Les ombres et les rayons du soleil s'y succédaient avec rapidité, mais les ombres qui y restaient plus longtemps, les rayons de soleil, étaient plus fugitifs. Et son pauvre petit cœur se reprochait même ses oublis passagers de ses soucis. Nous aperçûmes Linton, qui nous attendait au même endroit qu'il avait choisi à la fois précédente. Ma jeune maîtresse mit pied à terre et me dit que, comme elle était résolue de ne s'arrêter que fort peu de temps, je ferais mieux de tenir le poney, en restant à cheval. Mais je refusai. Je ne voulais pas courir le risque de perdre de vue une minute l'objet de ma surveillance. Nous montâmes donc ensemble la pente couverte de bruyères. Maître Heathcliff nous reçut cette fois avec plus d'animation, mais ce n'était pas l'animation ni de l'entrain ni de la joie. Elle ressemblait plutôt à de la peur. « Il est tard, » dit-il d'une voix entrecoupée et pénible. « Votre père n'est-il pas très malade ? Je pensais que vous ne viendriez pas. »« Pourquoi ne pas être franc ?» s'écria Catherine, rengainant ses compliments. « Pourquoi ne pas dire d'abord que vous n'avez pas besoin de moi ? Il est étrange, Linton, que pour la seconde fois vous me fassiez venir ici dans l'intention, apparemment, de nous affliger tous deux, et sans aucun autre motif. » Linton frissonna et lui jeta un regard demi-suppliant, demi-honteux. Mais sa cousine n'avait pas la patience suffisante pour supporter cette conduite énigmatique. « Oui, mon père est très malade, dit-elle. Et pourquoi ai-je dû quitter son chevet ? Pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé un mot pour me délier de ma promesse, puisque vous souhaitiez que je ne l'atteins pas ? Allons, je désire une explication. Le jeu et les badinages sont complètement bannis de mon esprit, et je n'ai pas de temps à perdre aujourd'hui à regarder vos simagrées. »« Mes simagrées » murmura-t-il. « Où sont-elles ? Pour l'amour du ciel, Catherine, n'ayez pas l'air si fâchée, méprisez-moi autant que vous voudrez. Je suis un être indigne, un lâche, un misérable. Je mérite tous les dédains, mais je suis trop vil pour votre colère. Haïssez mon père et contentez-vous pour moi du mépris. »« Sottise !» s'écria Catherine exaspérée. « Quel sot, quel stupide garçon. Voilà maintenant qu'il tremble, comme si j'allais vraiment le toucher. Vous n'avez pas besoin de réclamer le mépris, Linton. Il n'est personne qui ne le tienne spontanément à votre service. Allez-vous-en. Je vais rentrer chez moi. C'est de la folie de vous arracher du coin du feu pour faire semblant. De quoi faisons-nous semblant ? Lâchez ma robe. Si j'avais pitié de vos pleurs et de vos airs si effrayés, vous devriez repousser une telle pitié. Hélène, dites-lui que sa conduite est honteuse. Levez-vous et ne vous dégradez pas jusqu'à ressembler à un reptile abject. Entendez-vous ? La face ruisselante et angoissée, Linton s'était laissé tomber sur le sol. Il paraissait en proie à une terreur extrême. « Oh !» sanglotait-il. « Je n'y puis plus tenir, Catherine. Catherine, je suis un traître du surcroît et je n'ose pas vous dire. Mais si vous m'abandonnez, vous me tuez. Chère Catherine, ma vie est entre vos mains. Vous avez dit que vous m'aimiez et, si vous m'aimiez, la chose n'aurait pour vous rien de pénible. Vous n'allez pas partir, n'est-ce pas ? Bonne, douce Catherine. Et peut-être voudrez-vous bien consentir. Il me laissera mourir avec vous.
Ma jeune maîtresse, à la vue de cette profonde angoisse, se baissa pour le relever. L'ancien sentiment d'indulgente tendresse surmonta son mécontentement. Elle fut sincèrement émue et alarmée. « Consentir à quoi ?» demanda-t-elle. « À rester ? Expliquez-moi le sens de cet étrange discours, et je resterai. Vous vous contredisez et vous me faites perdre la tête. Soyez calme et sincère, et confessez sur le champ tout ce qui vous pèse sur le cœur. Vous ne voudriez pas me faire du tort, Linton, n'est-il pas vrai ? Vous ne laisserez pas un ennemi me nuire si vous pouviez l'en empêcher. Je crois que vous êtes lâche pour vous-même, mais que vous ne trahirez pas lâchement votre meilleur ami. » « Mais mon père m'a menacé, » dit le jeune homme en cherchant sa respiration et en joignant ses doigts amaigris. « Et j'ai peur de lui, je n'ose rien dire. »« Oh, bon, » reprit Catherine avec une compassion dédaigneuse. « Gardez votre secret. Je ne suis pas lâche, moi. Occupez-vous de votre sûreté, je n'ai pas peur. » Cette noblesse d'âme provoqua les larmes de Linton. Il pleurait comme un désespéré, baisant les mains qui le soutenaient et sans parvenir pourtant à trouver le courage de parler. Je me demandais quel pouvait bien être le mystère, et j'étais résolue de ne jamais permettre que Catherine pût souffrir de l'intérêt de Linton ou de qui que ce fût, quand j'entendis un bruissement dans la bruyère. Je levai les yeux, et j'aperçus M. Heathcliff, presque sur nous, descendant des hauts. Il ne fit pas attention à mes deux compagnons, bien qu'ils fussent assez près de lui pour qu'il pût entendre les sanglots de Linton, mais me saluant sur le ton presque cordial qu'il préservait pour moi seul, et dont je ne pouvais m'empêcher de suspecter la sincérité, il dit « C'est un événement de vous rencontrer si près de chez moi, Nelly. Comment cela va-t-il à la grange ? Dites-moi. » Le bruit court, ajouta-t-il plus bas, qu'Edgar Linton est sur son lit de mort. Peut-être exagère-t-on la gravité de son état. Non. Mon maître est mourant, répondis-je. Ce n'est que trop vrai. Ce sera un triste événement pour nous tous, mais une bénédiction pour lui. Combien de temps pensez-vous qu'il vive encore ? Je n'en sais rien. C'est que, poursuivit-il en couvrant les deux jeunes d'un regard qui les paralysait. Linton semblait n'oser se risquer à remuer, ni à lever la tête, et Catherine, à cause de lui, ne pouvait bouger. C'est que ce gaillard-ci a l'air décidé à déjouer mes plans. Je serais reconnaissant à son oncle de se hâter de partir avant lui. Et y a-t-il longtemps que cet animal se livre à ce petit jeu ? Je lui ai pourtant donné quelques leçons au sujet de ses pleurnicheries. Est-il un peu gai en général quand il est avec mademoiselle Linton ? Non, il a l'air d'être dans le plus profond abattement. À le voir, je dirais qu'au lieu de se promener dans la montagne avec sa bien-aimée, il devrait être dans son lit, entre les mains d'un médecin. Il y sera dans un jour ou deux, murmura Heathcliff. Mais auparavant, debout, Linton. Debout, cria-t-il. Ne te vautre pas par terre. Debout, à l'instant. Linton s'était affaissé, en proie à une nouvelle crise de terreur insurmontable, provoquée par le regard de son père, je suppose. Rien d'autre n'aurait pu déterminer un pareil accablement. Il fit plusieurs efforts pour obéir, et il retomba en gémissant. M. Heathcliff s'avança, le souleva, et l'adossa contre un talus gazonné. « Allons, dit-il avec une férocité contenue. Je vais me fâcher si tu ne maîtrises pas cette pusillanimité. Le diable t'emporte, debout, sur le champ. Oh, mon père, allaita-t-il, si seulement laissez-moi seul, ou je vais m'évanouir. J'ai fait ce que vous vouliez, je vous assure. Catherine vous dira que j'ai été gai. Ah, restez près de moi, Catherine, donnez-moi votre main. Prends la mienne, dit son père. Tire-toi sur tes jambes. Bon, maintenant elle va te prêter son bras. C'est bien, regarde-la. Vous pourriez croire que je suis le diable même, mademoiselle Linton, pour exciter une pareille horreur. Ayez l'obligeance d'aller jusqu'à la maison avec lui, voulez-vous ? Il frissonne quand je le touche. Linton, mon cher Linton, dit Catherine à voix basse, je ne peux pas aller à Hurlevent, papa me l'a défendu. Il ne vous fera pas de mal, pourquoi avez-vous si grand peur ? Je ne puis pas rentrer dans cette maison, il est impossible que j'y rentre sans vous. Halte ! Cria son père. Respectons les scrupules filiaux de Catherine. Nelly, faites-le rentrer, et je vais suivre sans délai votre avis concernant le docteur. Vous ferez bien, répliquai-je, mais il faut que je reste avec ma maîtresse, m'occuper de votre fils n'est pas mon affaire. Vous n'êtes guère aimable, je le savais, mais vous allez me forcer de pincer le bébé et de le faire crier pour émouvoir votre pitié. Eh bien, viens ici mon héros, veux-tu rentrer avec moi ? Il s'approcha encore et fit mine de vouloir saisir la fragile créature, mais Linton recula, s'accrocha à sa cousine et la supplia de l'accompagner, avec une insistance frénétique qui n'admettait pas de refus. Malgré ma désapprobation, je ne pouvais pas m'y opposer. Et comment elle-même aurait-elle pu se dérober ? Nous étions incapables de deviner ce qui le remplissait de terreur. Mais il était là,
anéanti par cette terreur. Il semblait qu'un rien eût suffi à le rendre fou. Nous atteignîmes le seuil de la maison. Catherine entra, et j'étais restée dehors, attendant qu'elle ait conduit l'invalide à son fauteuil, et pensant la voir réapparaître aussitôt. Quand M. Heathcliff, me poussant en avant, s'écria « Ma maison n'est pas infestée de la peste, Nelly. Je me sens en veine d'hospitalité aujourd'hui. Asseyez-vous et permettez-moi de fermer la porte. » Il la ferma et tourna la clé. Je tressaillis. « Vous prendrez du thé avant de partir, » ajouta-t-il. « Je suis seul. Ayrton est allé au lys avec les bestiaux. Zillah et Joseph sont en excursion d'agrément. Quoique je sois habitué à la solitude, j'aime bien avoir quelques hôtes intéressants, quand je le puis. Mademoiselle Linton, asseyez-vous près de lui. Je vous donne ce que j'ai. Le présent n'est guère digne d'être accepté, mais je n'ai rien d'autre à offrir. C'est de Linton que je veux parler. Pourquoi cet air étonné? C'est étrange, mais je me sens pris d'une sauvagerie envers tout ce qui paraît avoir peur de moi. Si j'étais dans un pays où les lois fussent moins strictes et les goûts moins raffinés, je m'offrirais une lente vivisection de ces deux êtres, comme amusement d'une soirée. Il respira profondément, frappa sur la table et jura, en se parlant à soi-même. « Par l'enfer, je les hais !»« Je n'ai pas peur de vous !» s'écria Catherine, qui n'avait pas pu entendre la fin de ce discours. Elle s'approcha tout près de lui, ses yeux noirs flamboyaient de passion et de décision. « Donnez-moi cette clé, je veux la voir. Je ne mangerai ni ne boirai ici, dussé-je périr d'inanition. » Heathcliff tenait la clé dans la main, qui était restée posée sur la table. Il leva les yeux, saisi d'une sorte de surprise par cette hardiesse. Ou peut-être la voix et l'aspect de Catherine lui rappelaient-ils celle dont elle les avait irrités. Elle attrapa la clé et réussit à la dégager à moitié de ses doigts, qui s'étaient desserrés. Mais cet acte le rappela au présent, et il la reprit rapidement. « Allons, Catherine Linton, dit-il, tenez-vous à distance, ou je vous envoie rouler à terre, ce qui rendra folle Madame Dean. » Indifférente à cet avertissement, elle ressaisit la main qui enfermait la clé. « Nous voulons nous en aller, » répétait-elle en faisant des efforts désespérés pour obliger ses muscles d'acier à se relâcher. Voyant que les ongles ne produisaient pas d'effet, elle y appliqua les dents avec une belle énergie. Heathcliff me lança un regard qui m'empêcha un moment d'intervenir. Catherine était trop occupée de ses doigts pour remarquer son visage. Il ouvrit brusquement la main et abandonna l'objet de la dispute. Mais avant qu'elle eût le temps de bien le tenir, il la saisit de sa main devenue libre et l'attirant contre ce genou, lui administra de l'autre main, sur les deux côtés de la tête, une volée de tapes formidables dont une seule aurait réussi à réaliser sa menace si Cathy avait pu tomber. À la vue de cette violence diabolique, je me précipitai sur lui avec fureur. « Gredin !» m'écriai-je. « Gredin !» Un coup à la poitrine me fit taire. Je suis un peu forte et je perds facilement la respiration. Ajoutez l'effet de ma rage. Je reculai tout étourdi en titubant. Je me sentais sur le point d'étouffer et de me rompre un vaisseau sanguin. La scène ne dura pas plus de 2 minutes. Catherine, qui l'avait lâché, porta les 2 mains à ses tempes. Elle semblait ne pas être bien sûre d'avoir encore ses oreilles. Elle tremblait comme un roseau, la pauvre petite, et s'appuyait sur la table, complètement abasourdie. « Je sais corriger les enfants, vous voyez ?» dit le coquin d'un air féroce, en se baissant pour ramasser la clé qui était tombée à terre. « Allez près de Linton, maintenant, comme je vous l'ai dit, et pleurez tout à votre aise. Demain, je serai votre père, dans quelques jours, le seul père que vous aurez, et vous recevrez votre compte en fait de coups. Vous pouvez en supporter une bonne ration, vous n'êtes pas une chétive créature. Vous en tâterez tous les jours, si je vois encore briller dans vos yeux cette damnée colère. » Au lieu d'aller rejoindre Linton, Cathy courut à moi, s'agenouilla et appuya sur mon épaule sa joue brûlante, en pleurant tout haut. Son cousin s'était réfugié au bout du banc, tranquille comme une souris, en se félicitant, j'imagine, que la correction fût tombée sur un autre que lui. M. Heathcliff, voyant le trouble où nous étions tous, se leva et fit rapidement le thé lui-même. Les tasses et les soucoupes étaient disposées sur la table. Il versa le thé et me tendit une tasse. « Noyez-moi votre bile là-dedans, » dit-il, « et occupez-vous de votre mauvais bébé et du mien. Ce n'est pas un breuvage empoisonné, bien que ce soit moi qui l'ai préparé. Je vais chercher vos chevaux. » Notre première pensée, quand il fut parti, fut de tâcher de nous frayer une sortie. Nous essayâmes la porte de la cuisine, mais elle était verrouillée à l'extérieur. Nous examinâmes les fenêtres. Elles étaient trop étroites, même pour les formes minces de Catherine. « Maître Linton !» m'écriai-je, en voyant que nous étions vraiment emprisonnés. « Vous savez ce que manigoce votre démon de père ? Et vous allez nous le dire, sans quoi je vous gifle comme il a giflé votre cousine. »« Oui, Linton, vous devez le dire, » ajouta Catherine. « C'est pour vous que je suis venue. Vous seriez un méchant ingrat si vous refusiez. »
Donnez-moi un peu de thé, j'ai soif. Et ensuite, je vous le dirai. Madame Dean, éloignez-vous. Je n'aime pas que vous soyez si près de moi. Allons, Catherine. Voilà que vous laissez tomber vos larmes dans ma tasse. Je ne veux pas boire cela. Donnez-moi une autre. Catherine lui passa une autre tasse et s'essuya la figure. J'étais dégoûtée du sang-froid du petit drôle, maintenant qu'il ne ressentait plus de terreur pour lui-même. L'angoisse qu'il avait éprouvée dans la lande s'était apaisée dès qu'il était entré à Hurlevent. J'en conclus qu'il avait été menacé d'une terrible explosion de colère s'il n'avait pas réussi à nous y attirer. Sa tâche accomplie, il n'avait pas d'autre crainte immédiate. « Papa veut que nous nous marions, continua-t-il, après avoir bu quelques gorgées. Il sait que votre papa ne nous laisserait pas nous marier à présent. Il a peur que je ne meure si nous tardons. Aussi, devons-nous être mariés demain matin. Vous resterez ici toute la nuit. Si vous faites ce qu'il désire, vous retournerez chez vous demain et vous m'emmènerez avec vous. » « Vous emmenez avec elle, misérable idiot !» m'écriai-je. « Vous marier ? Allons, l'homme est fou, ou il nous croit folles toutes les deux. Vous figurez-vous que cette belle, vigoureuse, vaillante jeune fille va se lier à un petit singe agonisant comme vous ? Nourrissez-vous l'illusion que personne, sans parler de mademoiselle Catherine Linton, voudrait vous avoir pour époux ? Vous mériteriez le fouet rien que pour nous avoir emmenés ici avec vos comédies et vos lâches piailleries. Et ne prenez pas cet air niais maintenant. J'ai bonne envie de vous secouer sérieusement pour votre misérable traîtrise et votre imbécile vanité. » Je le secouai légèrement, mais cela suffit à amener la toux. Il recourut à ses gémissements et à ses pleurs habituels, et Catherine me gronda. « Rester toute la nuit ? Non !» dit-elle en regardant lentement autour d'elle. « Hélène, je mettrai le feu à cette porte, mais je sortirai. » Elle lui passait aussitôt de la menace à l'exécution. Si Linton n'eut de nouveau pris l'alarme pour son cher soi-même. Il la serra dans ses faibles bras, en sanglotant. « Ne voulez-vous pas m'accepter et me sauver ? Ne voulez-vous pas me laisser venir à la grange ? Oh, ma Catherine chérie, il ne faut pas que vous partiez et que vous m'abandonniez en tout cas. Il faut que vous obéissiez à mon père, il le faut. Il faut que j'obéisse au mien et fasse cesser sa cruelle attente. Toute la nuit, que penserait-il ? Il doit déjà être terriblement inquiet. Je sortirai de cette maison en brisant ou en brûlant quelque chose. Restez tranquille. Vous n'êtes pas en danger. Mais si vous m'empêchez, Linton, j'aime papa plus que vous. » La frayeur mortelle que lui inspirait la colère de M. Heathcliff rendit au jeune homme l'éloquence de la lâcheté. Catherine était presque folle. Pourtant, elle persistait à vouloir rentrer chez elle et essaya à son tour les prières pour le persuader de dominer sa terreur égoïste. Pendant qu'il était ainsi occupé, notre geôlier rentra. « Les bêtes se sont sauvées, dit-il. Eh bien, Linton, encore à pleurnicher ? Que t'a-t-elle fait ? Allons, finis et va te coucher. Dans un mois ou deux, mon gaillard, tu seras en état de lui rendre d'une main vigoureuse la monnaie de cette tyrannie d'à présent. Tu dépéris tout simplement d'amour, n'est-ce pas ? Ce n'est rien d'autre que cela, et elle t'acceptera. Allons, au lit. Zilla n'est pas là ce soir, il faudra que tu te déshabilles toi-même. Silence, qu'on ne t'entende plus. Une fois dans ta chambre, je ne viendrai pas te déranger. Inutile d'avoir peur. Par hasard, tu t'es tiré d'affaire à peu près convenablement. Le reste me regarde. » Tout en parlant, il tenait la porte ouverte pour laisser passer son fils. Celui-ci fit sortir exactement à la manière d'un épagneul qui soupçonnerait la personne qui le surveille de vouloir l'écraser perfidement. Heathcliff referma la porte à clé et s'approcha du feu, devant lequel ma maîtresse et moi nous nous tenions en silence. Catherine leva les yeux et porta instinctivement la main à sa joue. Le voisinage de notre hôte ravivait chez elle une pénible sensation. Tout autre eût été incapable de considérer avec rudesse ce geste d'enfant. Mais lui prit un air renfrogné et murmura : « Ah, vous n'avez pas peur de moi ? Votre courage est bien dissimulé. Vous avez l'air d'avoir diablement peur. »« J'ai peur maintenant, » répliqua-t-elle. « Parce que si je reste ici, papa va être malheureux. Et comment pourrais-je supporter l'idée de le rendre malheureux ? Quand il... Monsieur Heathcliff, laissez-moi rentrer à la maison. Je promets d'épouser Linton. Cela plaisait à papa et je l'aime. Pourquoi voudriez-vous me forcer de faire ce que je ferais volontiers de moi-même ? » ?»« Qu'il ose vous y forcer !» m'écriai-je. « Il y a des lois dans ce pays, grâce à Dieu. Oui, il y en a, bien que nous soyons dans un camp perdu. Fût-il mon propre fils, que je le dénoncerais. Et c'est une félonie sans privilège de clergé. »« Silence !» dit le coquin. « Au diable vos clameurs. Je ne vous demande pas votre avis, mademoiselle Linton. Ce sera pour moi une satisfaction profonde de penser que votre père est malheureux. Je n'en dormirai pas de joie. Vous ne pouviez pas trouver un meilleur moyen de vous assurer pour 24 heures une résidence sous mon toit que de m'informer que ce séjour aurait cette conséquence-là. Quant à votre promesse d'épouser Linton, je prendrai soin que vous la teniez,
car vous ne quitterez pas cette maison avant qu'elle soit exécutée. Alors envoyez Hélène faire savoir à papa que je suis sauve, s'écria Catherine en pleurant amèrement. Ou mariez-moi un instant. Pauvre papa, Hélène, il va nous croire perdus, que faire? Pas du tout, répondit Heathcliff. Il croirait que vous êtes fatigué de le soigner et que vous avez pris la clé des champs pour vous divertir un peu. Vous ne pouvez pas nier d'être entré chez moi de votre plein gré, au mépris des injonctions que vous les défendez. Il est naturel que vous désiriez de l'amusement à votre âge et que vous soyez lasse de veiller à un malade, quand ce malade est simplement votre père. Catherine, ces jours les plus heureux étaient passés quand vos jours ont commencé. Il vous a maudite. Je ne crains pas de le dire, quand vous êtes venue au monde. Moi, en tout cas, je vous ai maudit, et il sera tout à fait satisfait qu'il vous maudit quand il en sortira lui-même. J'en ferai autant. Je ne vous aime pas. Comment vous aimerais-je? Assez de larmes. Autant que je puis le prévoir, ce sera votre principale distraction par la suite, à moins que Linton ne vous dédommage des pertes que vous subirez d'autre part. Et votre prévoyant père paraît s'imaginer qu'il en est capable. Ses lettres de conseil et de consolation m'ont considérablement diverti. Dans sa dernière, il recommandait à mon chéri d'être bien soigneux de sa chérie. Et bon pour elle quand elle serait à lui. Soigneux et bon, voilà qui est paternel. Mais Linton a besoin pour lui-même de tous ses soins et de toute sa bonté. Linton peut très bien jouer le petit tyran. Il se chargera de torturer autant de chats qu'on voudra, pourvu qu'on leur ait arraché les dents et rogné les griffes. Vous aurez des jolis récits de sa bonté à faire à son oncle quand vous rentrerez chez vous, je vous assure. Sur ce point, vous avez raison, dis-je. Expliquez le caractère de votre fils, montrez sa ressemblance avec le vôtre, et alors j'espère que mademoiselle Cathy y regardera à 2 fois avant d'accepter ce cadeau empoisonné. Je n'ai pas besoin d'insister pour le moment sur ses aimables qualités, car elle doit l'accepter ou demeurer prisonnière, et vous avec elle, jusqu'à la mort de votre maître. Je puis vous retenir ici toutes les 2 parfaitement cachées. Si vous en doutez, encouragez-la à reprendre sa parole, et vous aurez l'occasion d'en juger. Je ne reprendrai pas ma parole, dit Catherine. Je l'épouserai avant 1 heure d'ici, si je puis ensuite retourner à Froscrouch-Grange. Monsieur Heathcliff, vous êtes un homme cruel, mais vous n'êtes pas un démon, et vous ne voudrez pas, par pure méchanceté, détruire irrévocablement tout mon bonheur. Si papa croyait que je l'ai abandonné avec intention, et s'il mourait avant mon retour, comment pourrais-je supporter l'existence? J'ai fini de pleurer, et je vais me mettre à genoux, là, devant vous, et je ne me relèverai pas, et mes yeux ne quitteront pas votre visage, que vous ne m'ayez regardé aussi. Non, ne vous détournez pas, regardez-moi, vous ne verrez rien qui puisse vous fâcher, je ne vous hais pas. Je ne suis pas irritée que vous m'ayez frappé. N'avez-vous jamais aimé personne dans votre vie, mon oncle? Jamais? Ah, il faut que vous finissiez par me regarder. Je suis si misérable que vous ne pouvez vous empêcher d'être attristé et de me plaindre. Enlevez ces doigts de lézard et allez-vous-en, ou je vous envoie promener d'un coup de pied, cria Heathcliff en la repoussant brutalement. J'aimerais mieux être enlacé par un serpent. Comment diable pouvez-vous songer à me cajoler? Je vous abhorre. Il haussa les épaules, se secoua comme si l'aversion qu'il éprouvait pour elle lui donnait la chair de poule, et recula sa chaise. Je me levai, et j'ouvrais la bouche pour me reprendre, en invective contre lui, quand, au milieu de ma première phrase, je fus rendue muette par la menace d'être enfermée seule, dans une chambre, à la prochaine syllabe que je prononcerais. Il commença à faire sombre. Nous entendîmes un bruit de voix à la porte du jardin. Notre autre courut aussitôt dehors. Il avait toute sa présence d'esprit, lui. Nous n'avions pas la nôtre. Il y eut une conversation de 2 ou 3 minutes, puis il revint seul. Je pensais que c'était votre coussin Ayrton, fis-je observer à Catherine. Je voudrais bien qu'il arrivât. Qui sait s'il ne prendrait pas notre parti? C'étaient 3 domestiques envoyés de la grange, à votre recherche, dit Heathcliff, qui m'avait entendu. Vous auriez dû ouvrir une fenêtre et appeler. Mais je jurerais que cette mioche est contente que vous n'en ayez rien fait. Elle est heureuse d'être obligée de rester, j'en suis certain. En apprenant la chance que nous avions laissé échapper, nous donnâmes cours toutes 2 sans contrôle à notre chagrin. Il nous abandonna à nos lamentations jusqu'à 9 heures. Alors, il nous invita à monter, en passant par la cuisine, dans la chambre de Zillah. Je dis tout bas à ma compagne d'obéir. Peut-être une fois là, pourrions-nous arriver à nous enfuir par la fenêtre, ou à passer dans un grenier, d'où nous sortirions par la lucarne. Mais la fenêtre était étroite, comme celle du bas, et la trappe du grenier était à l'abri de nos tentatives. Nous étions enfermés comme auparavant. Nous ne nous couchâmes ni l'une ni l'autre. Catherine s'installa près de la fenêtre et attendit anxieusement le jour. Un profond soupir fut la seule réponse que j'obtins aux fréquentes prières que je lui fis d'essayer de se reposer.
Moi-même, je m'assis sur une chaise, où je ne cessais de m'agiter, en portant de sévères jugements sur mes nombreux manquements à mon devoir. Manquements dont venais-je en fus alors frappé, tous les malheurs de mes maîtres. En réalité, c'était une erreur, je le sais aujourd'hui, mais pendant cette lugubre nuit, mon imagination me le persuadait, et Heathcliff lui-même me paraissait moins coupable que moi. À cette heure, il vint me demander si mademoiselle Linton était levée. Elle courut aussitôt à la porte et répondit « Oui, ici alors », dit-il en ouvrant, et il la tira dehors. Je me levai pour la suivre, mais il referma à clé. Je demandai à être relâché. « Un peu de patience, » répliqua-t-il. « Je vous enverrai votre déjeuner dans un instant. » Je frappai du poing sur le battant, je secouai le loquet avec rage. Catherine demanda pourquoi j'étais tenu enfermé. Il répondit que je n'avais qu'à m'arranger pour supporter ma réclusion 1 heure encore, et ils s'éloignèrent. Je la supporter 2 ou 3 heures. Enfin, j'entendis un pas. Ce n'était pas celui d'Heathcliff. « Je vous ai apporté quelque chose à manger, » dit une voix. « Ouvrez la porte. » J'obéis vivement, et j'aperçus Ayrton, chargé d'assez de vivres pour toute une journée. « Prenez, » ajouta-t-il en me poussant le plateau dans les mains. « Restez 1 minute, » commençai-je. « Non, » cria-t-il. Et il se retira, sans prêter attention à aucune des prières que je puis lui prodiguer pour le retenir. Je restai enfermé toute la journée et toute la nuit suivante, et encore une autre, et encore une autre. J'y restai 5 nuits et 4 jours en tout, sans voir personne que Ayrton 1 fois tous les matins. C'était le modèle des geôliers, sombre, muet, et sourd à toutes mes tentatives pour émouvoir ses sentiments de justice ou de compassion. Le matin, ou plutôt l'après-midi du 5e jour, j'entendis un pas différent, plus léger et plus court, et cette fois, on entra dans la chambre. C'était Zillah, vêtue de son châle écarlate, un chapeau de soie noire sur la tête et un panier d'osier au bras. « Eh, mon Dieu, Madame Dean !» s'écria-t-elle. « Eh bien, on parle de vous à Gimmerton. J'étais persuadée que vous étiez noyée dans le marais du Cheval Noir, et mademoiselle avec vous. Quand le maître m'a appris que vous étiez retrouvée et que vous avez logé ici, Seigneur, il faut que vous ayez atterri sur une île, pour sûr. Combien de temps êtes-vous resté dans le trou? Est-ce le maître qui vous a sauvé, Madame Dean? Mais vous n'êtes pas trop maigre. Vous n'avez pas trop souffert, n'est-ce pas? Votre maître est un fief et scélérat, mais il répondra de sa conduite. Il n'avait pas besoin d'inventer cette histoire. Tout sera connu. Que voulez-vous dire? L'histoire n'est pas de lui. On en parle dans le village. On raconte que vous vous êtes perdu dans le marais. Quand je suis rentrée, j'ai dit à Earnshaw. Eh bien, il s'est passé de drôles de choses, monsieur Ayrton, depuis mon départ. C'est bien triste pour cette belle jeune demoiselle et pour cette brave Nelly Dean. Il m'a regardé d'un air surpris. J'ai vu qu'il n'avait entendu parler de rien, et je lui ai raconté le bruit qui courait. Le maître écoutait. Il s'est mis à sourire et a dit « Si elles ont été dans le marais, elles en sont sorties maintenant, Zillah. Nelly Dean occupe en ce moment votre chambre. Quand vous montrerez, vous pourrez lui dire de décamper. Voici la clé. L'eau du marais lui est entrée dans la tête et elle aurait couru chez elle, l'esprit tout dérangé. Mais je l'ai gardée jusqu'à ce qu'elle ait repris sa raison. Vous lui demanderez d'aller sur le champ à la grange et d'annoncer de ma part que la jeune dame la suivra en temps utile pour assister aux obsèques de son père. Aux obsèques de son père. Monsieur Edgar n'est pas mort, dis-je d'une voix étranglée. Oh, non, non, rasseyez-vous, ma bonne dame. Vous n'êtes pas bien remise. Il n'est pas mort. Le docteur Kenneth pense qu'il peut vivre encore un jour. Je l'ai rencontré sur la route et je l'ai interrogé. Au lieu de m'asseoir, j'ai saisi mon manteau et mon chapeau et je me hâtais de descendre pendant que le chemin était libre. En entrant dans la salle, je regardais s'il y avait quelqu'un qui pût me donner de nouvelles de Catherine. La pièce était inondée de soleil et la porte ouverte, mais je n'apercevais personne. Comme j'hésitais à partir aussitôt, ou à revenir sur mes pas et à chercher ma maîtresse, une légère toux attira mon attention du côté du foyer. Linton était couché sur le banc, tout seul dans la salle, en train de sucer un bâton de sucre candi, et en suivant tous mes mouvements d'un œil apathique. « Où est mademoiselle Catherine ?» demandai-je d'un ton sévère. Je supposais que, le tenant ainsi tout seul, je pourrais, en l'effrayant, le déterminer à me donner des indications. Il continua de sucer son bâton comme un innocent. « Est-elle partie ?»« Non. Elle est là-haut. Elle ne partira pas. Nous ne la laisserons pas. »« Vous ne la laisserez pas, petit idiot !» m'écriai-je. « Conduisez-moi à sa chambre sur le champ, où je vais vous faire chanter de la belle manière. C'est papa qui vous fera chanter si vous essayez d'y aller. Il dit que je n'ai pas à être doux avec Catherine. Elle est ma femme, et c'est honteux de sa part de vouloir me quitter. Il dit qu'elle me hait et qu'elle souhaite ma mort pour avoir mon argent, mais elle ne l'aura pas. Et elle ne retournera pas chez elle. Elle n'y retournera jamais. Elle peut pleurer et se rendre malade tant qu'elle voudra.
Il reprit sa première occupation en fermant les paupières, comme s'il voulait s'endormir. « Maître Heathcliff, lui dis-je, avez-vous oublié toutes les bontés qu'a eues pour vous Catherine, l'hiver dernier, quand vous lui affirmiez que vous l'aimiez, qu'elle vous apportait des livres, vous chantait des chansons, et venait bien souvent vous voir par le vent et par la neige? Elle pleurait si elle manquait à venir un soir, à l'idée que vous seriez désappointé. Vous sentiez bien alors qu'elle était 100 fois trop bonne pour vous, et maintenant, vous croyez tous les mensonges de votre père, quoique vous sachiez qu'ils vous détestent tous les deux. Vous vous joignez à lui contre elle. Voilà de belles reconnaissances, n'est-ce pas ?» Les coins de la bouche de Linton s'abaissèrent, et il retira le sucre candide de ses lèvres. « Est-ce par haine pour vous qu'elle est venue à Hurlevent ? Raisonnez vous-même. Quant à votre argent, elle ne sait même pas si vous en aurez jamais. Vous dites qu'elle est malade. Pourtant vous la laissez seule, là-haut, dans une demeure étrangère, vous qui avez éprouvé ce que c'est d'être négligée. Pour vos souffrances propres, vous trouviez de la pitié, et elle en avait aussi. Mais vous n'en avez pas pour la sienne. Je verse des larmes, maître Heathcliff. Vous voyez, moi, une femme d'âge et une simple servante, et vous, après avoir joué l'affection, et quand vous devriez presque l'adorer, vous gardez toutes vos larmes pour vous-même et vous restez là, étendu, bien à l'aise. Ah, vous êtes un sans-cœur et un égoïste. Je ne peux pas rester avec elle, répondit-il d'un ton brû. J'aime bien rester seul. Elle pleure tant que ce n'est pas supportable. Elle ne veut pas s'arrêter, même quand je lui dis que je vais appeler mon père. Je l'ai appelé une fois. Il l'a menacé de l'étrangler si elle ne se tenait pas tranquille. Mais elle a recommencé dès qu'il eut quitté la chambre. Et toute la nuit elle a gémi et s'est lamentée, malgré les cris que me faisait pousser la contrariété que j'éprouverais de ne pouvoir dormir. « Monsieur Heathcliff était-il sorti ?» demandai-je, voyant que cette misérable créature était incapable de sympathie pour les tortures morales de sa cousine. « Il est dans la cour. Il parle au docteur Kenneth, qui dit que mon oncle est en train de mourir pour de bon, enfin. J'en suis heureux parce qu'après lui, c'est moi qui serai le maître de la grange. Catherine en parle toujours comme de sa maison. Ce n'est pas à elle, c'est à moi. Papa dit que tout ce qu'elle a est à moi. Tous ces beaux livres sont à moi. Elle m'a offert de me le donner ainsi que ses jolis oiseaux et son poney Minnie, si je voulais me procurer la clé de notre chambre et la laisser sortir. Mais je lui ai répondu qu'elle n'avait rien à donner, que tout était à moi. Alors, elle s'est mise à pleurer, a pris à son cou une miniature et m'a dit qu'elle me la donnerait. Ce sont 2 portraits dans un médaillon d'or, d'un côté sa mère et de l'autre mon oncle, quand ils étaient jeunes. C'était hier. Je lui ai dit que ces portraits étaient aussi à moi. J'ai essayé de les prendre. La méchante créature n'a pas voulu. Elle m'a poussée et m'a fait mal. J'ai crié. Cela l'effraie. Elle a entendu papa qui arrivait, a brisé la charnière, partagé le médaillon et m'a donné le portrait de sa mère. Elle a tenté de cacher l'autre, mais papa a demandé ce qu'il y avait et je lui ai expliqué. Il m'a enlevé le portrait que je tenais et a ordonné à Catherine de lui remettre le sien. Elle a refusé et il l'a jeté par terre, a arraché le médaillon de la chaîne et l'a écrasé sous son pied. « Et vous étiez content de l'avoir frappé ?» demandai-je. J'avais mes raisons pour l'encourager à parler. J'ai fermé les yeux. Je ferme les yeux quand mon père frappe un chien ou un cheval. Il frappe si fort. Pourtant, j'ai d'abord été content. Elle méritait une punition pour m'avoir poussé. Mais quand papa a été parti, elle m'a fait venir près de la fenêtre et m'a montré sa joue coupée à l'intérieur contre ses dents et sa bouche qui se remplissait de sang. Ensuite, elle a ramassé les débris du portrait. Elle est allée s'asseoir face au mur et, depuis, elle ne m'a plus adressé la parole. Par moments, je me figure que c'est la douleur qui l'empêche de parler. Je n'aime pas à me figurer cela. Mais il faut être une vilaine créature pour pleurnicher continuellement. Elle est si pâle et a l'air si farouche qu'elle me fait peur. Et vous pourriez vous procurer la clé si vous vouliez ? Oui, quand je suis en haut. Mais je ne peux pas monter maintenant. Dans quelle pièce est cette clé ? Oh, s'écria-t-il, je ne vous dirai pas où elle est. C'est notre secret. Personne, ni Areton, ni Zillah, ne doit le savoir. Allons, vous m'avez fatigué. Allez-vous-en, allez-vous-en. Il appuya son visage sur son bras et referma les yeux. Je jugeais qu'il valait mieux m'en aller sans voir M. Heathcliff et ramener de la grange des renforts pour délivrer Catherine. En me voyant arriver, grands furent l'étonnement et aussi la joie des autres serviteurs. Quand ils surent que leur jeune maîtresse était sauve, 2 ou 3 d'entre eux se préparaient à courir pour crier la nouvelle à la porte de M. Edgar. Mais je voulus la lui annoncer moi-même. Comme il avait changé en si peu de jours. Il était couché, vraie image de la tristesse et de la résignation, en attendant la mort. Il paraissait très jeune, quoiqu'il eût en réalité 39 ans. On lui en aurait facilement donné 10 de moins. Il pensait à Catherine, car il murmurait son nom. Je lui pris la main et parlais. « Catherine va venir, mon bon maître.
dis-je doucement. Elle est en vie et bien portante. Elle sera là, j'espère, ce soir. Je tremblais aux premiers effets de ces simples mots. Il se souleva à demi, jeta autour de la chambre un regard avide, puis retomba évanoui. Dès qu'il eut repris connaissance, je racontai notre visite forcée et notre détention à Hurlevent. Je dis que Heathcliff m'avait obligé d'entrer, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Je chargeais Linton le moins possible. Je ne dépeignis pas non plus toute la brutale conduite de son père, et mon intention n'était pas d'ajouter, si je pouvais l'éviter, de l'amertume à sa coupe déjà débordante. Il devinait que l'un des objets de son ennemi était d'assurer à son fils, ou plutôt d'assurer à soi-même, la fortune personnelle, ainsi que le domaine. Mais pourquoi Heathcliff n'attendait-il pas sa mort ? C'était là une énigme pour mon maître, qui ignorait que son neveu et lui quitteraient cette terre presque en même temps. En tout cas, il comprit qu'il serait bon de modifier son testament. Au lieu de laisser la fortune de Catherine à la disposition de celle-ci, il résolut de le placer aux mains du fidéicommissaire qui lui en servirait l'usufruit pendant sa vie et après elle, le servira à ses enfants, si elle en avait. Par ce moyen, la fortune ne passerait pas à M. Heathcliff si Linton venait à mourir. Ayant reçu ses ordres, je dépêchai un homme pour aller chercher la tournée et 4 autres bien armés pour aller réclamer ma jeune maîtresse et son geôlier. Tous mes envoyés furent retenus très tard. Le domestique, parti seul, revint le premier. Il expliqua que M. Green, l'homme de loi, était sorti quand il arrivait chez lui. Il avait dit qu'il avait dû attendre 2 heures et qu'alors M. Green lui avait dit qu'il avait une petite affaire pressante dans le village, mais qu'il serait à Fröscroche-Grange avant le matin. Les 4 hommes revinrent seuls également. Ils rapportèrent que Catherine était souffrante, trop souffrante pour quitter sa chambre, et que Heathcliff n'avait pas permis qu'ils la vissent. Je tensais très fort ces imbéciles d'avoir écouté ce conte, dont je ne voulus pas faire part à mon maître. J'étais décidé à emmener toute une troupe à Hurlevent, au point du jour, et à donner l'assaut à la maison, à la lettre, si la prisonnière ne nous était pas rendue de bon gré. Son père la verrait. J'en refaisais le serment, quand il faudra tuer ce démon sur le seuil de sa porte, s'il voulait essayer de s'y opposer. Heureusement, cette expédition et cette peine me furent épargnées. À 3 heures, j'étais descendu chercher une cruche d'eau et je traversai le vestibule en la tenant à la main, quand un coup sec, frappé à la porte d'entrée, me fit tressaillir. « Oh, c'est Green !» me dis-je en me ressaisissant. « Ce n'est que Green !» Et je passai, avec l'intention d'envoyer quelqu'un d'autre lui ouvrir. Mais les coups se répétèrent, pas très forts, mais pourtant pressants. Je posai ma cruche au bas de la rampe et courus à la porte pour le faire entrer moi-même. Dehors, la lune de la moisson brillait en plein. Ce n'était pas la Tornie. Ma chère petite maîtresse me sauta au cou en sanglotant. « Hélène, Hélène, papa est-il vivant ?»« Oui, oui, mon ange, il est vivant, Dieu soit loué. Vous voici de retour au milieu de nous saine et sauve. » Tout essoufflée qu'elle était, elle voulait courir en haut à la chambre de M. Linton, mais je la forçai de s'asseoir sur une chaise, je la fis boire, je lavai son pâle visage auquel je donnai un peu de couleur en le frottant avec mon tablier. Puis, je lui dis que je devais monter d'abord et annoncer son arrivée. Je la suppliai de déclarer qu'elle serait heureuse avec le jeune Heathcliff. Elle parut surprise, mais comprenait bientôt pourquoi je lui conseillais ce mensonge. Elle m'assura qu'elle ne se plaindrait pas. Je n'eus pas le courage d'assister à l'entrevue. Je restai un quart d'heure à la porte de la chambre, puis j'entrai, osant à peine me risquer vers le lit. Tout était tranquille, cependant. Le désespoir de Catherine était aussi silencieux que la joie de son père. Elle le soutenait avec un calme apparent, et il tenait fixé sur les traits de sa fille, ses yeux levés, qui semblaient dilatés par l'extase. Il mourut dans la béatitude, monsieur Lockwood, oui, dans la béatitude. La baisant sur la joue, il murmura : « Je vais vers elle, et toi, mon enfant chéri, tu viendras vers nous. » Puis, il ne remua, ni ne parla plus. Mais il continua de diriger sur elle ce regard ravi et lumineux, jusqu'au moment où son pouls s'arrêta insensiblement et où son âme s'envola. Nul n'aurait pu noter la minute exacte de sa mort, qui fut sans lutte. Soit que Catherine eût épuisé toutes ses larmes, soit que son chagrin fût trop accablant pour leur permettre de couler, elle resta assise là, les yeux secs, jusqu'au lever du soleil. Elle resta encore jusqu'à midi, et ne se serait pas arrachée à ses méditations devant ce lit mortuaire, si je n'eusse insisté pour l'emmener et lui faire prendre quelque repos. Il est heureux que j'y ai réussi, car à l'heure du dîner, apparut l'homme de loi, qui était passé à Hurlevent pour y recevoir des instructions sur la conduite à tenir. Il s'était vendu à M. Heathcliff, c'était la cause de son retard à obéir à l'appel de mon maître. Par bonheur, aucun souci des affaires de ce monde n'était venu troubler l'esprit de celui-ci après l'arrivée de sa fille. M. Green prit sur lui de commander tout et tout le monde dans la maison. Il congédia tous les domestiques, excepté moi.
Il aurait voulu pousser l'autorité qui lui était déléguée jusqu'à insister pour qu'Edgar Linton ne fût pas enterré à côté de sa femme, mais dans la chapelle avec sa famille. Toutefois, il y avait le testament qui s'y opposait, ainsi qu'une bruyante protestation contre toute infraction à ces clauses. On pressa les funérailles. Catherine, Madame Linton Heathcliff désormais, fut autorisée à rester à la grange jusqu'à ce que le corps de son père en fût parti. Elle me raconta que son angoisse avait enfin décidé Linton à courir le risque de la libérer. Elle avait entendu discuter à la porte les hommes que j'avais envoyés et compris le sens de la réponse de Heathcliff. Son désespoir fut alors au comble. Linton, qui avait été transporté en haut dans le petit salon, peu après mon départ, fut tellement effrayé qu'il alla chercher la clé avant que son père remontât. Il eut la ruse d'ouvrir la serrure, puis de la refermer sans fermer la porte, et quand l'heure fut venue pour lui d'aller se coucher, il demanda à dormir avec Ayrton, ce qui lui fut accordé pour une fois. Catherine s'enfuit avant le jour. Elle n'osa pas essayer les portes, par crainte que les chiens ne donnassent l'alarme. Elle visita les chambres inoccupées, et en examinant les fenêtres sérieusement, elle put aisément passer par celle de la chambre de sa mère, et de là atteindre le sol, grâce au sapin qui est tout contre. Son complice, malgré ses timides manigances, pâtit de la part qu'il avait prise à son évasion. Chapitre 29. Le soir des obsèques, la jeune dame et moi étions assises dans la bibliothèque. Tantôt nous rêvions avec tristesse, et l'une de nous avec désespoir à la perte que nous venions de faire. Tantôt, nous hasardions des conjectures sur le sombre avenir. Nous venions de tomber d'accord que le sort le plus heureux pour Catherine serait d'être autorisée à continuer de résider à la grange, au moins durant la vie de Linton, avec permission pour celui-ci de l'y rejoindre, et pour moi d'y rester comme femme de charge. Cet arrangement nous semblait trop favorable pour que nous puissions espérer de le voir réalisé, et pourtant j'espérais. Je commençais à reprendre courage à la pensée de rester dans la maison, de conserver mon emploi et, par-dessus tout, ma bien-aimée jeune maîtresse. Quand un domestique, un de ceux qui étaient congédiés, mais qui n'était pas encore parti, entra précipitamment en disant que ce démon de Heathcliff traversait la cour. Devait-il lui fermer la porte au nez ? Si nous avions été assez folles pour vouloir recourir à ce procédé, nous n'en aurions pas eu le temps. Il ne prit pas la peine de frapper ou de s'annoncer. Il était le maître, et il se prévalait du privilège de maître pour entrer tout droit, sans dire un mot. Le son de la voix de notre informateur le guida vers la bibliothèque. Il y pénétra, et, faisant signe au domestique de sortir, ferma la porte. C'était la même pièce où il avait été introduit en août 18 ans auparavant. La même lune brillait à travers la fenêtre. Au dehors s'étendait le même paysage d'automne. Nous n'avions pas encore allumé de bougies, mais toute la chambre était éclairée. Même les portraits sur le mur, la tête splendide de Madame Linton et la gracieuse figure de son mari. Heathcliff s'avança vers le foyer. Le temps ne l'avait guère changé non plus. C'était le même homme, le visage sombre, un peu plus blême et plus composé, le corps un peu plus lourd peut-être, et voilà tout. Catherine s'était levée et avait fait un mouvement instinctif pour se sauver dehors quand elle l'avait aperçu. « Halte !» dit-il en l'arrêtant par le bras. « Plus d'escapade. Où iriez-vous ? Je suis venu vous chercher pour vous ramener à la maison. J'espère que vous serez une fille disciplinée et que vous ne pousserez plus mon fils à la désobéissance. J'ai été embarrassée pour le punir quand j'ai découvert la part qu'il avait prise à votre fuite. C'est une telle toile d'araignée qu'un pinceau l'anéantirait. Mais vous verrez à son air qu'il a reçu son compte. Je l'ai fait descendre un soir, avant-hier. Je l'ai simplement installé sur une chaise et je ne l'ai plus touché. J'ai renvoyé Ayrton et nous sommes restés seuls dans la chambre. Au bout de 2 heures, j'ai appelé Joseph pour le faire remonter. Depuis lors, ma présence produit sur ses nerfs l'effet d'un fantôme. Et je crois qu'il me voit souvent quand je ne suis pas là. Ayrton dit qu'il s'éveille en sursaut au milieu de la nuit, qu'il crie pendant des heures, qu'il vous appelle pour le protéger contre moi. Que votre précieux époux vous plaise ou non, il faut que vous veniez, c'est votre affaire maintenant. Je vous cède tout l'intérêt que je lui porte. Pourquoi ne pas laisser Catherine demeurer ici, plaidai-je, et ne pas lui envoyer maître Linton ? Comme vous les haïssez tous les deux, ils ne vous manqueront pas. Ils ne peuvent être qu'un fléau constant dans votre cœur dénaturé. Je cherche un locataire pour la grange, et j'ai besoin d'avoir mes enfants près de moi, bien certainement. De plus, cette jeune personne me doit ses services en échange de son pain. Je n'ai pas l'intention de l'entretenir dans le luxe et dans la paresse quand Linton ne sera plus là. Allons, dépêchez-vous de vous préparer, et ne m'obligez pas de vous contraindre. Je viendrai, dit Catherine. Linton est tout ce qui me reste à aimer au monde, et quoique vous n'ayez rien négligé pour nous rendre haïssables l'un à l'autre, vous ne pouvez pas nous forcer à nous haïr. Et je vous défie de lui faire du mal quand je serai là. Et je vous défie de me faire peur. Vous êtes un champion plein de jactance, répliqua Heathcliff. Mais je ne vous aime pas assez pour lui faire du mal. Vous aurez tous les bénéfices du tourment jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi,
qui vous le rendrait odieux, c'est sa charmante nature elle-même. Votre désertion et ses conséquences l'ont rempli de fiel. N'attendez pas de remerciements pour votre noble dévouement. Je l'ai entendu tracer à Zilla un plaisant tableau de ce qu'il ferait s'il était aussi fort que moi. L'intention y est, et sa faiblesse même rendra son esprit ingénieux pour suppléer à la force qui lui manque. Je sais qu'il a mauvaise nature, c'est votre fils, mais je suis heureuse d'en avoir une meilleure pour lui pardonner. Puis je sais qu'il m'aime, et c'est pour ça que je l'aime. Monsieur Heathcliff, vous n'avez personne pour vous aimer, vous. Si misérable que vous nous rendiez, nous aurons toujours la revanche de penser que votre cruauté vient de votre misère encore plus grande. Car vous êtes misérable, n'est-il pas? Seul, comme le démon, et envieux comme lui. Personne ne vous aime. Personne ne vous pleurera quand vous mourrez. Je ne voudrais pas être à votre place. Catherine parlait avec une sorte de triomphe sinistre. Elle semblait avoir résolu d'entrer dans l'esprit de sa future famille et de tirer plaisir des chagrins de ses ennemis. « Vous vous repentirez, » dit son beau-père, « si vous restez ici une minute de plus. Dehors, sorcière, et prenez vos hardes. » Elle sortit avec un air méprisant. En son absence, j'entrepris de demander la place de Zilla à Hurlevent, offrant de lui céder la mienne. Mais il ne voulut pas en entendre parler. Il m'enjoignit de me taire, puis, pour la première fois, il jeta un coup d'œil circulaire sur la pièce et regardait les portraits. Après avoir examiné celui de Madame Linton, il dit « Il faut que j'aie celui-là chez moi. Non que j'en ai besoin, mais... » Il se tourna brusquement vers le feu et continua avec ce que, faute de meilleurs mots, j'appellerais un sourire. « Je vais vous dire ce que j'ai fait hier. J'ai fait enlever par le fossoyeur qui creusait la tombe de Linton, la terre sur son cercueil à elle, et je l'ai ouvert. J'ai cru un instant que j'allais rester là, quand j'avais revu sa figure. C'est encore sa figure. Le fossoyeur a eu du mal à me faire bouger, mais il m'a dit que l'air l'altérerait. Alors j'ai rendu libre un des côtés du cercueil, que j'ai ensuite recouvert. Pas le côté près de Linton, que le diable l'emporte. Son cercueil à lui, je voudrais qu'il eût été soudé au plomb. Puis, j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu'il enlevât ce côté quand je serais couché là, et qu'il fasse subir la même opération à mon cercueil, que je ferai disposer en conséquence. Et alors, quand Linton viendra nous voir, il ne pourra plus s'y reconnaître. « Vous avez agi d'une façon indigne, monsieur Heathcliff, » m'écriai-je. « N'avez-vous pas honte de troubler les morts ? Je n'ai troublé personne, Ellie. Et je me suis procuré à moi-même quelques soulagements. Je vais à présent me sentir bien mieux, et vous aurez plus de chance de me maintenir sous terre quand j'y serai. L'avoir troublée ? Non, c'est elle qui m'a troublée, nuit et jour, pendant 18 ans, sans cesse, sans remords, jusqu'à la nuit dernière. Et la nuit dernière, j'ai été tranquille. J'ai rêvé que je dormais dans mon dernier sommeil à côté d'elle. Mon cœur, immobile contre le sien, et ma joue, glacée contre la sienne. Et si elle avait été réduite en poussière, ou pis encore, de quoi auriez-vous donc rêvé ? Que je me réduisais en poussière avec elle, et que j'étais encore plus heureux. Supposez-vous que je redoute un changement de cette nature ? Je m'attendais en soulevant le couvercle à une pareille transformation, mais je préfère qu'elle ne commence pas avant que je la partage. En outre, si je n'avais pas reçu l'impression nette de ses traits reposés, je n'aurais guère pu me débarrasser de cette étrange sensation. Elle est née d'une façon singulière. Vous savez que j'ai été comme un fou après sa mort. Éternellement, de l'aube jusqu'à l'aube, je la suppliais de m'envoyer son fantôme. Je crois fermement aux revenants. J'ai la conviction qu'ils peuvent exister et qu'ils existent au milieu de nous. Le jour de son enterrement, il y a eu une chute de neige. Le soir, j'allais au cimetière, le vent était glacial comme en hiver. Tout autour de moi était solitude. Je ne craignais pas que son imbécile de mari vînt errer de ce côté à pareille heure, et nul autre n'avait affaire là. Étant seul, et sachant que 2 mètres de terre meuble était l'unique obstacle qui nous séparât, je me dis, il faut que je la tienne encore une fois dans mes bras. Si elle est froide, je penserai que c'est le vent du nord qui me glace. Moi, si elle est immobile, c'est qu'elle dormirait. Je pris une bêche dans ce hangar aux outils et me mis à creuser de toutes mes forces. La bêche racla le cercueil. Je continuai à travailler avec mes mains. Le bois commença de craquer près des vis. J'étais sur le point d'arriver à mon but, quand il me sembla entendre au-dessus de moi, près de l'angle de la tombe, le soupir de quelqu'un qui se penchait. « Si je puis seulement soulever le couvercle, murmurai-je, je souhaite qu'on nous recouvre de terre tous deux. » Et je m'appliquai à ma tâche, avec plus de fureur encore. Et il y eut un autre soupir, tout près de mon oreille. Il me semblait sentir un souffle chaud qui déplaçait l'air chargé de grésil. Je savais qu'il n'y avait aucun être vivant en chair et en os, mais aussi certainement que l'on perçoit dans l'obscurité l'approche d'un corps matériel,
bien qu'on ne puisse le discerner, je sentis que Catherine était là. Non pas au-dessus de moi, mais sur la terre. Une soudaine sensation de soulagement jaillit de mon cœur et pénétra tous mes membres. Je cessai mon travail désespéré. J'étais consolée d'un coup, indiciblement consolée. Elle était présente à côté de moi. Elle resta pendant que je remplissais la fosse et m'accompagna jusqu'à la maison. Vous pouvez rire si vous voulez, mais j'étais sûre que là, je la verrais. J'étais sûre qu'elle était avec moi et je ne pouvais m'empêcher de lui parler. Ayant atteint les hauts, je courus vivement à la porte. Elle était fermée. Et il m'en souvient, ce maudit Ancho, et ma femme voulurent m'empêcher d'entrer. Je me rappelle m'être arrêtée pour couper d'un coup de pied la respiration à Ancho, puis avoir couru en haut de ma chambre et ensuite dans celle de Catherine. Je regardais impatiemment autour de moi. Je la sentais près de moi. Je pouvais presque la voir. Et pourtant, je ne la voyais pas. J'ai dû alors avoir une sueur de sang. Tant était vive l'angoisse de mon désir, tant était ardent la ferveur de mes supplications pour l'apercevoir un instant seulement. Je ne l'ai pas aperçue. Elle s'est montrée pour moi ce qu'elle avait été souvent pendant sa vie, un démon. Et depuis lors, tantôt plus, tantôt moins, je n'ai cessé d'être le jouet de cette torture intolérable, infernale, qui tient mes nerfs tellement tendus que s'ils n'eussent pas ressemblé à la corde à boyaux, il y a longtemps qu'ils seraient aussi flasques que ceux de Linton. Quand j'étais assis dans la salle avec Ayrton, il me semblait que si je sortais, je la rencontrerais. Quand je me promenais dans la lande, que je la rencontrerais si je rentrais. Quand je quittais la maison, je me hâtais de revenir. Elle devait être quelque part là. Elle devait être quelque part à Hurlevent, j'en étais certain. Quand je voulus dormir dans sa chambre, j'en étais chassée. Je ne pouvais pas rester couchée. Dès que je fermais les yeux, ou bien elle était dehors à la fenêtre, ou bien elle ouvrait le panneau du lit, ou bien elle entrait dans la chambre, ou bien même elle appuyait sa tête chérie sur le même oreiller que quand elle était enfant. Je me sentais forcée d'ouvrir les yeux pour regarder. 100 fois dans la nuit, je les ouvrais, et je les refermais ainsi, pour être toujours déçue. C'était une torture atroce. J'ai souvent gémi tout haut, au point que ce vieux coquin de Joseph a certainement cru que ma conscience était possédée du démon. Maintenant, depuis que je l'ai vu, je suis calmée. Un peu calmée. C'est une étrange façon de tuer. Non pas pouce par pouce, mais par fraction d'épaisseur de cheveux, en se jouant de moi, pendant 18 ans, avec le fantôme d'une espérance. M. Fliffe s'arrêta et s'essuya le front, où ses cheveux étaient collés, mouillés de sueur. Ses yeux étaient fixés sur les cendres rouges du feu. Ses sourcils n'étaient pas contractés, mais relevaient près des tempes, ce qui atténuait la dureté de son visage, mais lui donnait un aspect particulier de trouble, l'air d'avoir l'esprit péniblement tendu vers un sujet absorbant. Il ne s'était qu'à moitié adressé à moi, et je gardais le silence. Je n'aimais pas à l'entendre parler. Après un court répit, il reprit sa méditation sur le portrait, le décrocha et l'appuya contre le sofa pour mieux le contempler. Pendant qu'il était ainsi occupé, Catherine entra, annonçant qu'elle serait prête dès que son poney sera scellé. « Envoyez cela là-bas demain, » me dit Heathcliff. Puis, se tournant vers elle, il ajouta : « Vous vous passerez de votre poney. Il fait une belle soirée, et vous n'aurez pas besoin de poney à Hurlevent pour les courses que vous aurez à y faire. Vos jambes suffiront. Venez. »« Au revoir, Hélène, » murmura ma chère petite maîtresse. Comme elle m'embrassait, je sentis que ses lèvres étaient froides comme la glace. « Venez me voir, Hélène, n'oubliez pas. »« Ayez soin de n'en rien faire, Madame Dean, » dit son nouveau père. « Quand je désirerai vous parler, je viendrai ici. Je n'ai pas besoin que vous veniez fureter chez moi. » Il lui fit signe de passer devant. Jetant derrière elle un regard qui me déchira le cœur, elle obéit. Je les observais par la fenêtre pendant qu'ils traversaient le jardin. Heathcliff mit le bras de Catherine sous le sien, bien qu'elle lui eût opposé d'abord une résistance manifeste, et il l'entraîna à grands pas dans l'allée, où bientôt les arbres les cachèrent. Chapitre 30. J'ai fait une visite à Hurlevent, mais je ne l'ai pas revu depuis son départ d'ici. Joseph n'a pas lâché la porte pendant que je parlementais et n'a pas voulu me laisser passer. Il m'a dit que Madame Linton était occupée et que le maître n'était pas là. Zillah m'a donné quelques nouvelles de l'existence qu'ils mènent, sans quoi je saurais à peine s'ils sont morts ou vivants. Elle trouve Catherine hautaine et ne l'aime pas. Cela se devine à la façon dont elle en parle. Ma jeune dame lui a demandé quelques services lors de son arrivée, mais M. Heathcliff lui a prescrit de s'occuper de ses affaires
et de laisser sa belle-fille se débrouiller toute seule. Zillah s'est volontiers conformée à ses instructions, car c'est une femme égoïste et à l'esprit étroit. Catherine a manifesté une contrariété enfantine d'être ainsi négligée. En retour, elle n'a pas caché son dédain pour Zillah et l'a rangée de la sorte dans le camp de ses ennemis, aussi infailliblement que si elle lui avait causé un grand tort. J'ai eu une longue conversation avec Zillah, il y a environ 6 semaines, un peu avant votre arrivée, un jour que nous nous étions rencontrés dans la lande. Voici ce qu'elle m'a raconté. La première chose qu'a faite Madame Linton en arrivant à Hurlevent a été de courir en haut, sans même nous souhaiter le bonsoir à Joseph et à moi. Elle s'est enfermée dans la chambre de Linton et y est restée jusqu'au matin. Puis pendant que le maître et Earnshaw étaient à déjeuner, elle est entrée dans la salle et a demandé, toute tremblante, si l'on ne pourrait pas envoyer chercher le docteur. Son cousin était très malade. « Nous connaissons cela », a répondu Heathcliff. « Mais sa vie ne vaut pas un liard, et je ne dépenserai pas un liard pour lui. »« Mais je ne sais que faire. Si personne ne veut m'aider, il va mourir. »« Sortez de cette pièce !» a crié le maître, « et que je n'entende plus jamais un mot à son sujet. Personne ici ne s'inquiète de ce que peut lui arriver. Si vous vous en souciez, faites le garde-malade. Sinon, enfermez-le et laissez-le tranquille. » Alors, elle s'est mise à me tarabuster, et je lui ai répondu que j'avais eu assez de tracas avec cet être insupportable. À chacune sa tâche. La sienne était de soigner Linton, et M. Heathcliff m'avait prescrit de la lui laisser. Comment se sont-ils arrangés ensemble ? C'est ce que je ne saurais dire. J'imagine qu'il s'est beaucoup tracassé, qu'il a gémi nuit et jour, et qu'elle a eu bien peu de repos. Cela se voyait à sa pâleur et à ses yeux lourds. Elle venait parfois dans la cuisine, l'air tout égaré, et elle paraissait avoir envie de demander assistance. Mais je n'allais pas désobéir au maître. Je n'ose jamais lui désobéir, Madame Dean. Bien qu'à mon avis, on a eu tort de ne pas envoyer chercher Kenneth. Ce n'était pas mon affaire de donner des conseils ou de faire entendre des plaintes, et j'ai toujours refusé de m'en mêler. Une fois ou deux, après que nous étions allés nous coucher, il m'est arrivé de rouvrir ma porte et de trouver Madame Linton, en pleurs, assise en haut de l'escalier. Je suis vite rentrée chez moi, craignant de me laisser entraîner à intervenir. J'ai pitié d'elle à ce moment-là, bien sûr. Pourtant, je ne tenais pas à perdre ma place, vous comprenez. Enfin, une nuit, elle est entrée hardiment dans ma chambre et m'a épouvantée en disant « Avertissez M. Heathcliff que son fils est mourant. J'en suis sûre cette fois-ci. Levez-vous à l'instant et allez l'avertir. » Puis elle disparut. Je restai un quart d'heure à écouter en tremblant. Rien ne bougeait. La maison était calme. Elle s'est trompée, pensai-je. Il s'en est tiré. Ce n'est pas la peine de le déranger. Et je m'assoupis. Mais mon sommeil fut une seconde fois troublé par un violent coup de sonnette, la seule sonnette que nous ayons, qui a été installée exprès pour Linton. Le maître m'appela pour me prescrire d'aller voir ce qui se passait et leur signifier qu'il ne voulait pas que ce bruit se renouvelât. Je lui fis la commission de Catherine. Il poussa un juron, sortit au bout de quelques minutes avec une chandelle allumée et se dirigea vers la chambre. Je le suivis. Madame Heathcliff était assise à côté du lit, les mains croisées sur ses genoux. Son beau-père s'avança, dirigea la lumière sur la figure de Linton, le regarda et le tâta, puis il se tourna vers elle. « Eh bien, Catherine, dit-il, comment vous sentez-vous » Elle resta muette. « Comment vous sentez-vous, Catherine » répéta-t-il. « Il ne souffre plus et je suis libre, répondit-elle. « Je devrais me sentir bien, mais... » continua-t-elle avec une amertume qu'elle ne pouvait cacher. « Vous m'avez laissé si longtemps lutter seule contre la mort que je ne sens plus et ne vois plus que la mort. Je me sens comme morte. » Et elle en avait l'air. Je lui donnai un peu de vin, Ayrton et Joseph entrèrent. Ils avaient été réveillés par le coup de sonnette et le bruit des pas, et ils nous avaient entendus du dehors. Joseph n'était pas fâché, je crois, de la disparition du jeune homme. Ayrton paraissait un peu troublé, quoiqu'il fût plus occupé à regarder Catherine, avec de grands yeux, qu'à penser à Linton. Mais le maître l'invita à retourner se coucher. On n'avait pas besoin de lui. Il fit ensuite porter le corps dans sa chambre par Joseph, me dit de rentrer dans la mienne, et Madame Heathcliff
resta seule. Le matin, il m'envoya lui faire savoir qu'elle devait descendre pour déjeuner. Elle s'était déshabillée, semblait vouloir dormir, et répondit qu'elle était souffrante, ce qui ne me surprit guère. J'en informai M. Heathcliff qui répliqua « Bon, laissez-la tranquille jusqu'après les obsèques. Montez de temps à autre voir si elle a besoin de quelque chose et, dès qu'elle paraîtra aller mieux, dites-le moi. » Catherine resta en haut pendant une quinzaine, d'après Zillah, qui allait la voir 2 fois par jour et qui se serait volontiers montrée un peu plus affectueuse si ses tentatives d'amabilité n'eussent aussitôt été repoussées avec hauteur. Heathcliff monta une fois pour lui montrer le testament de Linton. Celui-ci avait légué à son père tout ce qu'il avait et tout ce qu'elle-même avait eu de biens meubles. De pauvres malheureux avaient été déterminés par la menace ou la cajolerie à signer cet acte pendant l'absence d'1 semaine qu'avait faite Catherine lors de la mort de son père. Quant aux terres, comme il était mineur, il ne pouvait pas en disposer. Quoi qu'il en soit, M. Heathcliff les avait réclamés et les gardait en vertu des droits de sa femme et des siens propres aussi. Je suppose que c'est légal. En tout cas, Catherine, sans argent et sans amis, ne put lui en disputer la possession. Personne que moi, dit Zillah, n'a jamais approché de sa porte, sauf en cette seule occasion où personne ne s'est jamais inquiété d'elle. La première fois qu'elle est descendue dans la salle, c'était un dimanche après-midi. Elle s'était écriée, quand je lui avais apporté son dîner, qu'elle ne pouvait plus endurer le froid. Je lui dis que le maître allait à Frostcroche-Grange et que ni Earnshaw ni moi ne l'empêcherions de descendre. Aussi, dès qu'elle eut entendu s'éloigner le trot du cheval de Heathcliff, fit-elle son apparition, vêtue de noir et coiffée avec une simplicité de quaker, ses boucles blondes plaquées derrière les oreilles. Elle ne pouvait pas les faire bouffer. Joseph et moi, nous allons en général à la chapelle le dimanche. L'église, vous savez, n'a pas de ministre en ce moment, expliqua Madame Dean. Et on donne le nom de la chapelle au temple méthodiste ou baptiste. Je ne sais pas lequel des deux c'est. De Gimmerton. Joseph était parti, mais j'avais jugé bon de rester à la maison. Il vaut mieux que les jeunes gens soient sur la surveillance d'une personne plus âgée. Et Ayrton, avec toute sa timidité, n'est pas un modèle de bonne manière. Je l'avertis que sa cousine allait très probablement descendre avec nous et qu'elle avait toujours été habituée à avoir respecté le jour du Seigneur. Je lui conseilla donc de laisser ses fusils et toutes ses bricoles pendant qu'elle serait là. À cette annonce, il rougit et jeta les yeux sur ses mains et sur ses vêtements. L'huile et la poudre de chasse disparurent en 1 minute. Je vis qu'il avait l'intention de lui tenir compagnie et je devinai, à ses façons, qu'il désirait être présentable. Aussi, riant comme je n'oserais quand le maître est là, je lui offris de l'aider, s'il voulait, et plaisanter sur sa confusion. Il devint sombre et se mit à jurer. « Eh bien, Madame Dean ?» poursuivit Zillah, qui voyait que sa conduite ne me plaisait guère. « Vous pensez peut-être que votre jeune dame est trop distinguée pour M. Ayrton, et peut-être avez-vous raison. Mais j'avoue que j'aimerais rabaisser d'un cran son orgueil. À quoi lui serviront maintenant toute son instruction et tous ses raffinements? Elle est aussi pauvre que vous et moi, plus pauvre, je parierais. Vous faites des économies, et moi aussi je tâche d'amasser un petit magot. » Ayrton se laissa aider par Zillah, dont les flatteries lui rendirent son bonheur. Quand Catherine arriva, il avait presque oublié les insultes qu'elle lui avait prodiguées jadis, et il s'efforça de se rendre agréable. S'il faut en croire la femme de charge. Mademoiselle entra, dit Zillah, froide comme un glaçon et hautaine comme une princesse. Je me levai et lui offris mon fauteuil. Non, elle faisait fi de mes civilités. Earnshaw se leva, lui aussi, et la pria de venir sur le banc et de s'asseoir près du feu. Il était sûr qu'elle gelait. « Il y a 1 mois et plus que je gèle, » répondit-elle en appuyant sur le mot avec tout le dédain qu'elle put y mettre. Elle prit elle-même une chaise et la plaça à bonne distance de nous deux. Après s'être réchauffée, elle regarda autour d'elle et découvrit un certain nombre de livres sur le buffet. Aussitôt elle se leva et se haussa pour les atteindre, mais ils étaient trop hauts pour elle. Son cousin, après avoir observé quelque temps ses efforts, finit par s'enhardir à l'aider. Elle tendit sa robe, et il y mit les premiers volumes qui lui tombèrent sous la main.
C'était une grande avance de la part du jeune homme. Elle ne le remercia pas, et il se sentait pourtant tout heureux qu'elle eût accepté son assistance. Il se harda à se tenir derrière elle pendant qu'elle examinait les livres, et même à se pencher et à montrer ce qui frappait son imagination dans certaines vieilles images qu'ils contenaient. L'impertinence avec laquelle elle chassait son doigt en faisant tourner la page ne le rebutait pas. Il se contenta de reculer un peu et de la regarder au lieu de regarder le livre. Elle continua de lire ou de chercher quelque chose à lire. Quant à lui, il concentra peu à peu son attention dans l'étude de ces boucles épaisses et soyeuses. Il ne pouvait pas voir sa figure et elle ne pouvait pas le voir. Sans bien s'en rendre compte, peut-être de ce qu'il faisait, mais attiré comme un enfant vers une chandelle, il finit par passer du regard au toucher. Il avança la main et caressa une boucle aussi doucement que si c'eût été un oiseau. À la façon dont elle tressaillit et se retourna en sentant cette caresse, on aurait dit qu'il lui avait plongé un couteau dans le cou. « Allez-vous-en à l'instant, comment osez-vous me toucher? Que faites-vous là derrière moi ?» cria-t-elle d'un ton de dégoût. « Je ne puis vous souffrir, je vais remonter si vous vous approchez de moi. » M. Ayrton recula d'un air parfaitement stupide. Il s'assit sur le banc où il resta très tranquille, et elle continua de parcourir ses volumes pendant une autre demi-heure. À la fin, Ancho traversa la salle et me dit à voix basse: « Voulez-vous lui demander de nous faire la lecture, Zilla? J'en ai assez de ne rien faire. Il me semble que j'aimerais à l'entendre. Ne dites pas que c'est moi qui le désire, mais demandez-lui comme de vous-même. » « Monsieur Ayrton voudrait que vous fissiez la lecture, madame, » dis-je aussitôt. « Il vous en saurait beaucoup de gré. Il vous serait très obligé. » Elle fronça les sourcils, puis, levant les yeux, répondit: « Monsieur Ayrton, et tous, tant que vous êtes, vous aurez la bonté de comprendre que je repousse toutes les affections de bienveillance que vous avez l'hypocrisie de m'offrir. Je vous méprise et ne veux adresser la parole à aucun de vous. Quand j'aurai donné ma vie pour un mot affectueux, pour la simple vue d'un de vos visages, vous vous en êtes tenu à l'écart. Mais je ne veux pas me plaindre à vous. C'est le froid qui m'a chassé de ma chambre. Je ne suis venu ici ni pour vous amuser, ni pour jouir de votre société. »« Qu'aurais-je pu faire ?» commença Ancho. « En quoi ai-je mérité le blâme ? Oh, vous êtes une exception. Ce n'est pas votre sollicitude qui m'a jamais manqué. »« Mais je l'ai offerte plus d'une fois et j'ai demandé, » dit-il, excité par son impertinence. « J'ai demandé à M. Heathcliff de me laisser veiller à votre place. »« Taisez-vous, j'irai dehors, n'importe où, plutôt que d'avoir dans l'oreille votre désagréable voix. » Ayrton grommela qu'elle pouvait aller au diable pour ce qu'il s'en souciait. Puis, décrochant son fusil, il ne s'abstint pas plus longtemps de ses occupations dominicales. Il parlait à présent et assez librement. Elle jugea bientôt convenable de retourner à sa solitude, mais le temps s'était mis à geler, et en dépit de son orgueil, elle fut forcée de condescendre à rester en notre compagnie de plus en plus longtemps. Seulement, j'ai pris soin qu'elle n'ait plus à dédaigner mes bonnes intentions. Je n'ai plus cessé d'être aussi roide qu'elle. Chez nous, personne ne l'aime, elle ne plaît à personne. Elle ne mérite d'ailleurs pas qu'on l'aime, car, dès qu'on lui dit le moindre mot, elle se renfrogne sans respect pour qui que ce soit. Elle insulte le maître lui-même, elle va jusqu'à le défier de la frapper. Et plus elle s'attire des châtiments, plus elle devient venimeuse. Tout d'abord, en écoutant ce récit de Zilla, j'avais résolu de quitter ma place, de prendre une petite maison et de décider Catherine à y venir vivre avec moi. Mais autant eût valu parler à M. Heathcliff d'installer Ayrton dans une maison à lui. Je ne vois d'autre remède, pour le moment, que dans un nouveau mariage, et c'est là un projet dont la réalisation n'est pas de ma compétence. Ainsi finit l'histoire de Madame Dean. En dépit des pronostics du docteur, je reprends rapidement des forces. Bien que nous soyons seulement dans la seconde semaine de janvier, j'ai l'intention de sortir à cheval dans un jour ou deux pour aller jusqu'à Hurlevent, informer mon propriétaire que je vais passer à Londres les 6 prochains mois et que, si cela lui convient, il peut chercher un nouveau locataire après octobre. Je ne voudrais pour rien au monde passer un autre hiver ici.